Et l'analyse, c'est avec Rémy Tell. Rémy Tell, voilà, vous avez été, comme nous, très surpris d'apprendre que, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, un enfant avait été enlevé à sa mère, placé dans un foyer, tondu par punition, pour une raison qui nous échappe encore, et que l'enquête policière et judiciaire qui a été déclenchée arrivera peut-être à expliciter. Cet enfant tondu, on a d'abord expliqué à sa mère qu'en fait il avait des poux, après on a expliqué à sa mère que c'était pas la même chose, après on a appris que la mairie de Paris était au courant mais avait jugé bon de ne rien faire tant que France Télévisions n'en avait pas rendu compte. Enfin bref, premier scandale, ou plutôt ultime scandale, avant le prochain, dans la révélation des turpitudes de l'aide sociale à l'enfance et surtout de ces placements absolument aberrants où sous prétexte de sauver un enfant de ses parents, on réussit à le martyriser un peu plus. Hier ou avant-hier, nouvelle petite affaire, on nous explique qu'une mère de famille là, a vu ses 2 enfants, pour le coup, qui lui avaient été enlevés parce qu'elle vivait un divorce difficile avec son conjoint, pour être placée dans l'aide sociale à l'enfance, eux aussi avaient été tondus. Que penser de tout ça? Richard, bonjour à tous, merci. Oui, ultime rebondissement de ces dernières heures, après l'affaire d'Eliott, ce petit garçon de 8 ans qui, en février dernier, a été tondu par les éducateurs de son foyer situé dans le 13e arrondissement de Paris. Une vidéo de la punition avait été tournée, vous l'avez mentionné, avant d'être révélée par France Info. Depuis, donc, 2 cas similaires ont été portés à la connaissance de la justice, toujours à Paris, mettant en lumière la situation plus que dégradée de l'aide sociale à l'enfance dans notre pays. Alors, quelques chiffres, Richard. 400 000 enfants placés en France, dont la plupart, environ 80%, au sein de structures associatives qui sont donc subventionnées par l'État, 10 à 12 milliards investis donc chaque année par l'État français dans cette politique, mais avec des résultats très insatisfaisants. On a parlé des maltraitances. On pourrait aussi évoquer le fait que 80% des 20 000 mineurs prostitués dans notre pays sont sous responsabilité de l'ASE, ou encore que 45% des sans-abri de moins de 25 ans sont issus de cette institution. Alors, à en croire les experts et les gens avec lesquels j'ai pu discuter, la faible attractivité des métiers de l'éducation spécialisée serait en partie responsable de cette crise. Euh, Retenons juste ceci, dans les années 80, un travailleur social était payé à peu près 3 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est le SMIC plus 100 euros. Et en discutant récemment avec une éducatrice spécialisée qui avait fui l'ASE, elle disait qu'au fond, beaucoup des éducateurs qui y restent, quand les conditions sont difficiles pour ces éducateurs, ce sont des gens qui sont en réalité assez peu investis, car c'est leur moyen de supporter cette situation et ces conditions de travail extrêmement dégradées, et dans un contexte d'éclatement social généralisé qui forcément amène à l'ASE des enfants au vécu de plus en plus complexe. Donc quand vous avez ce cocktail avec des enfants au vécu complexe, des métiers qui sont sous-payés, des conditions de travail difficiles, on devient maltraitant, une forme de maltraitance systémique, c'est ce que cette travailleuse m'expliquait. Alors que faire? La plupart des acteurs impliqués dans ce sujet plaident pour un retour du volontarisme politique, parce que le pilotage fait aujourd'hui défaut, principalement au profit d'une politique de subvention aux associations. Il permet toutes les dérives, pardon, dans les foyers comme au sein des familles d'accueil, Richard. Incroyable. Il y a quelque chose qui m'a quand même frappé dans la manière dont le service public, entre autres, puisque c'est France Télévisions qui a dénoncé, France Info, pardon, qui a dénoncé le premier scandale dont on a parlé, du petit Elliott, c'est qu'en fait, il y a une commission d'enquête depuis plus d'un an, enfin depuis au moins un an, sur l'aide sociale à l'enfance. On en a parlé à plusieurs reprises sur cette antenne. Il y a 15 000 mineurs qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance et qui sont prostitués. Un avocat est venu ici, avec aussi une députée RN, nous raconter que pour le moment, quand les enfants qui se prostituent et qui sont confiés à la garde de l'ASE sont repérés, on essaie d'abord de criminaliser l'enfant, on n'accuse pas l'ASE est mise est quasiment
considérés comme n'étant pas responsables, avec des éducateurs qui expliquent qu'ils ont fait, les enfants ont fait le mur et que donc c'est pas de leur faute. Enfin bref, on a presque l'impression que le fait de nous parler de cheveux tondus est quand même une espèce de rideau de fumée par rapport au véritable scandale de la SE. Et est-ce que lorsqu'on a d'un côté 15 000 gamins prostitués et de l'autre côté 3 enfants tondus, on doit s'indigner du fait que les enfants soient tondus ou s'indigner du fait qu'on a laissé des adolescentes et des adolescents se faire emporter dans des réseaux de prostitution pédophile? Dans ce geste hautement symbolique de la tonte, qui renvoie quand même à un imaginaire très précis, notamment dans l'histoire française, il y a, je crois, cette humiliation qui résume un petit peu le peu de cas fait des enfants placés à l'ASE et qui vivent blessure sur blessure, parce que il y a cette question évidemment des placements abusifs, mais vous trouvez aussi des milliers d'enfants avec des vécus très difficiles et qui, plutôt que de trouver du secours auprès de l'institution, en fait revivent le traumatisme qu'ils ont connu ailleurs avec des déchirements affectifs successifs, avec des abus sexuels et cette question notamment des abus sexuels au sein des familles d'accueil mériterait aussi qu'on s'y arrête parce que le phénomène semble quand même assez important. Et il y a, oui, cette forme de trahison en réalité, qui est une forme de trahison. Enfin, rendez-vous compte, c'est-à-dire, vous êtes en situation de grande précarité. Et en fait, l'État chargé de vous soutenir, de vous aider, prolonge cette précarité, voire l'organise. Parce qu'effectivement, avec la question de la prostitution, par définition, ce sont des enfants placés donc sous responsabilité de l'ASE. Donc il est assez peu vraisemblable que l'ASE ne soit pas informé de cette situation. Et ces situations-là perdurent. Alors, j'entends parce que j'ai voulu peu consulter tous les points de vue avant de vous en parler ce matin. Il y a au sein des milieux d'éducateurs spécialisés ce qu'on appelle l'ASE bashing en disant que l'épisode de France Info n'est qu'un énième justement épisode de cet ASE bashing et que les choses ne sont pas Donc, aussi ASE simples bashing, je que suppose que ça signifie la critique violente la et critique. concertée de Voilà. l'ASE. Il n'y a pas. Enfin, voilà, ce mot bashing, c'est quand même terrible. Je me demande ce que les Oui, Québécois c'est diraient à c'est- la c'est- place. c'est- c'est effectivement assez insupportable. Il est vrai que vous- il y a des enfants qui ont des vécus tellement compliqués dans ces institutions qu'ils sont eux-mêmes violents, par exemple, vis-à-vis d'autres enfants, eux-mêmes maltraitants. Il y a des problèmes de personnes qui ont subi des abus sexuels et qui peuvent avoir tendance à les reproduire, etc. Donc, j'entends que la prise en charge ne peut pas être la même qu'au sein de l'éducation nationale. Ça, c'est très clair. Et qu'effectivement, il peut y avoir des tolérances qu'on ne trouverait pas vis-à-vis de mineurs de façon générale. On sait aussi qu'une partie, évidemment minoritaire, mais on sait aussi qu'il y a une partie des mineurs de l'ASE qui prennent part aujourd'hui au trafic de stupéfiants. Et vous avez des éducateurs qui peuvent se dire, bon ben voilà, si ça peut lui permettre d'arrondir ses fins de mois dans des situations de délitement familial complet, on ferme un peu les yeux, alors qu'évidemment, on ne devrait pas les fermer. Il y a un chiffre que j'ai pas cité tout à l'heure, 1% des enfants placés à l'ASE font des études supérieures. 1%. Des études supérieures longues. Donc ça veut dire que l'État, finalement, a accepté l'idée d'abandonner d'une certaine façon une partie de sa jeunesse. Et quand vous avez 400 000 enfants placés, il ne s'agit pas d'un phénomène à nouveau marginal. Ça fait quand même un Français sur 120. Et donc l'État a accepté d'abandonner une partie de sa jeunesse à la déshérence, à la délinquance, puisque la prostitution comme le trafic de drogue sont des délits. Même si je ne juge évidemment pas les enfants placés qui s'y livrent, et puis un avenir empêché, au fond, avec des sorties sèches à 18 ans, et le fait que l'État n'organise pas le devenir adulte de ces enfants. Alors, l'État ne l'organise pas, et donc une partie des. Enfin, euh, ne le prévoit pas, pardon, c'est pas l'État de l'organiser, ne le prévoit pas.
Oui, voilà. En fait, d'une manière générale, l'État est capable en fait d'arracher à la famille un enfant au prétexte de le sauver. Et on l'a vu avec parfois l'idée d'un placement qui serait, pardon, l'alpha et l'oméga de la politique familiale. Mais ce placement est toujours fait dans des structures publiques ou associées à la puissance publique, donc comme cette association dans le 13e arrondissement qui gère un foyer agréé, plutôt que de choisir de placer l'enfant chez ses grands-parents, chez un grand frère, chez une tante, chez un oncle, autrement dit dans la famille, parce que l'État prétend être plus capable en fait que la famille. Et pire encore, une fois que l'enfant est sorti du système familial, l'État le retient. C'est-à-dire qu'on voit des placements qui sont décidés et qui sont prolongés, ou même, ça m'avait absolument frappé ces dernières années, alors que on se rend compte que le placement n'a plus lieu d'être, ou que le placement est en fait une erreur. Je me souviens notamment d'histoires abominables de parents dont les enfants ont des maladies rares, comme la maladie des os de verre, l'ostéogenèse imperfecta, ou d'autres types de maladies, et où, sous prétexte de suspicion de mauvais traitement, l'enfant est placé dans une famille d'accueil où évidemment il n'est pas du tout bien traité et où la maladie ayant été niée, au contraire, il y a une véritable maltraitance, et où une partie des membres de l'aide sociale à l'enfance expliquait qu'il y avait un traumatisme à enlever trop tôt l'enfant de sa famille d'accueil pour le rendre à sa famille naturelle. Donc vraiment une espèce d'inversion totale des valeurs où, alors que l'État sait à quel point l'ASE est défaillante, néanmoins on nous explique que l'ASE est une seconde mère pour les enfants, et donc que le véritable traumatisme serait que l'enfant soit rendu à ses parents légitimes, où il vivrait un sort nettement moins pire que celui auquel il est exposé. Oui, une seconde mère et en fait de multiples mères. Et quand on parle de l'ASE, en réalité, on ne sait pas de quoi on parle. Et que 80% des enfants qui sont sous protection théorique de l'ASE, en fait, sont placés au sein d'associations. Et donc, vous avez une multiplicité d'associations, d'acteurs associatifs, qui sont subventionnés et bien subventionnés. C'est pas tant un problème de moyens, mais qui fonctionnent un petit peu à leur propre discrétion et à leurs propres conditions, et sans qu'il y ait vraiment de droit de regard ou de capacité plutôt de regard, par exemple, de la part des conseils départementaux qui sont chargés de l'aide sociale à l'enfance. Le cas du jeune Elliot et des deux enfants tondus, deux autres enfants, l'a relevé la mairie de Paris, puisque la mairie est à la fois mairie et département de la Seine du 75. Mais normalement, ce sont aux conseillers départementaux d'aller mener des inspections. Et on sait que, par exemple, dans les foyers, dans ces foyers-là, vous avez des inspections qui sont même pas annuelles, si vous voulez. Vous pouvez avoir une inspection tous les 2, 3, 4 ans. Alors évidemment, 2, 3, 4 ans, a fortiori avec un turnover important du côté du personnel, puisque ce sont des métiers difficiles et peu attractifs, les situations ont tendance de changer, de se dégrader, et les enfants d'être livrés à l'abus, livrés à eux-mêmes, ou de perdre des chances vis-à-vis de leur avenir. Donc il y a une forme de défausse, en réalité, de l'État français, qui se défausse sur les associations et qui se défausse sur, comment dire, le, l'idée que il peut arracher ses enfants à leur famille, mais qu'ensuite il n'est responsable de rien. C'est-à-dire, c'est la fameuse histoire de la sortie sèche à 18 ans. Vous voyez? C'est-à-dire, à la fois, je prends un enfant, je l'arrache à sa famille, et à 18 ans, je ne réponds plus de rien. Et donc, à 18 ans et un jour, que l'enfant soit à la rue, qu'il ait perdu tout contact familial, etc., du fait de ce placement, finalement, ce n'est plus de mon ressort. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu ambivalent, où à la fois, on a une espèce d'abus de pouvoir et d'excès de pouvoir de la part de l'État qui va prendre la main sur des situations qui relèvent de la famille, qui va créer une complexité dans la complexité, parce que souvent, effectivement, il y a une souffrance initiale, mais parfois, le meilleur moyen d'y répondre, c'est pas forcément d'arracher l'enfant à sa famille, et en même temps, une forme de défausse où, une fois qu'on a placé l'enfant, eh bien, on le laisse dans des associations qu'on ne va pas contrôler,
et on ne s'assure pas qu'il prépare son avenir. Et donc, effectivement, c'est là où on revient au sujet précédent. Effectivement, quand vous trouvez des enfants qui, dans un mouvement général de la société d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, se prostituent, parce qu'évidemment, euh, Donc, la prostitution en tant que telle, c'est plutôt un phénomène marginal chez les mineurs. Mais vous le trouvez aujourd'hui dans des collèges. Il n'y a pas une classe de collège où vous n'avez pas des adolescentes aujourd'hui qui ont des comptes Mims ou des comptes OnlyFans, ce qui est une forme de prostitution. Mais simplement, il y a une vulnérabilité telle chez ces enfants de l'ASE que tous ces phénomènes sociaux, que ce soit la consommation et le trafic de stupéfiants, une forme oui, de prostitution dans les rapports humains, etc., eh bien, tout ça, en fait, c'est aggravé et c'est surinfecté d'une certaine façon du fait de la vulnérabilité de ces enfants. alors, c'est aggravé du fait leur vulnérabilité, mais surtout c'est aggravé, et il faut quand même, là aussi, remettre l'église au milieu du village et la pendule sur le fronton de la mairie. C'est aggravé d'abord parce que le recrutement de l'ASE est mauvais. Dire, le service public recrute des gens de plus en plus médiocres, de moins en moins formés. Les accords qui sont passés entre l'ASE et des structures éducatives, là aussi, ne sont soumis à aucun véritable contrôle. Et enfin, c'était rappelé, voilà, par Madame la députée Hamlet et l'avocat que nous avions reçu il y a quelques semaines. En fait, les contrôles sont très faibles. Vous disiez tout à l'heure que les gens de la SE se plaignaient d'être soumis à de vives critiques systématiques, de recevoir une dégelée d'insultes pour essayer de traduire bashing. Il y a aucune remise en cause de la SE officielle. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment donné, on nous a expliqué qu'il allait y avoir un Grenelle de la SE. Il n'y a pas un moment donné, on nous a expliqué qu'on allait lancer une vaste enquête sur la SE. Quand on apprend qu'il y a 1000 mineurs prostituées qui sont censés être sous le contrôle de la SE, on se dit le scandale est 15 000, énorme. Quand 15 on 000, apprend qu'il y a... Non, je sais, voilà, 1000. Et puis, ouais, en fait, on ne s'excite pas à 1000, on ne s'est pas excité à 2000, on ne s'est pas excité à 5000, ouais, on s'excite à 15 000. Mais à quel ouais. moment dire, voilà, pour des faits qui se sont produits à Bétarame, on est en train de recruter des inspecteurs de l'éducation nationale, c'est Elisabeth Borne qui l'a décidé, qui n'ont aucune formation, mais parce qu'il est important de contrôler tout de suite 7000 établissements sur 50 ans possibles de dérapage. Il y a 15 000 mineurs prostitués aujourd'hui en 2025 en France qui le seront encore en 2026. Où est le vaste plan de contrôle de l'aide sociale à l'enfance? Qu'est-ce qui se passe au niveau étatique pour que ce scandale disparaisse? Eh bien, rien. Il y a une commission d'enquête. On nous dit qu'il va y avoir des actions. Les avocats, quand on leur parle, nous expliquent qu'il est extrêmement compliqué de faire condamner les gens, nous expliquent que les juges ne font pas en sorte que les prévenus soient accusés des véritables crimes. Donc, que fait l'État français? En fait, ce n'est pas la vulnérabilité des enfants, oui, mais surtout l'incurie de l'État, l'impéritie de l'État, la traîtrise de l'État, la trahison de l'État. Une trahison. Oui, parce que les enfants ne votent pas et que leurs parents, lorsque c'est dans la plupart des cas, ce sont des familles quand même en difficulté, leurs parents ne votent pas non plus. Donc il y a une forme de... on ferme les yeux en réalité sur cette partie de la population, mais sans comprendre que au-delà même du cas des enfants de l'ASE, c'est sur toute la société que rejaillit le mal ensuite. Euh, quand, euh, quand vous avez ces entrées précoces dans la délinquance, par exemple, ou quand vous avez ce malheur qui se prolonge et qui entraîne d'autres malheurs. Et je crois que c'est vraiment le déshonneur de l'État français. On dit parfois, de façon assez juste, que on évalue la moralité d'une société à la façon dont elle traite les plus faibles, les plus fragiles. Ben voilà, des enfants qui ont subi des violences, des abus, des traumatismes ou un placement abusif et dont on fait ensuite peu cas, qu'on laisse complètement tomber, qu'on abandonne complètement. Oui, c'est une forme de trahison. C'est une forme de trahison de la France vis-à-vis de ses enfants, dont elle a pour le coup la responsabilité directe.
puisque ces enfants de l'ASE sont sous la responsabilité de l'État français. Alors, ces enfants sont sous la responsabilité de l'État français. À votre avis, est-ce qu'il y a d'autres pans du système social français où cette responsabilité est en fait défaillante? Attention, c'est une question piège. Si vous répondez non, vous avez tort. Oui, Bravo. bien sûr. Et bien sûr, et en fait, c'est Non, non, aux deux extrémités de la vie. je pensais Faut- à l'éducation nationale, par exemple, où là aussi, en ouais. fait, il y a un abandon. Je pensais à tout ce qui est encadrement sportif, où on est en train de se rendre compte qu'il y a des scandales sexuels depuis des années. En fait, on est en train de se rendre compte que partout où l'État français essaie de se substituer aux parents, c'est une catastrophe. Bah, Richard, on parlait de Paris. Est-ce que vous connaissez le nombre d'animateurs qui, dans les écoles de Paris, dans les accueils périscolaires, ont été signalés puis suspendus pour des faits d'agression sexuelle au cours des 2 dernières années? Il y en a eu 57. C'est colossal. Ça veut dire qu'en gros, vous avez presque un prédateur sexuel dans chaque école actif à Paris. Et on peut imaginer que c'est la même chose dans le reste de la France. Donc effectivement, euh, il y a une faillite, il y a une faillite totale, il y a une faillite à l'hôpital, il y a une faillite pour les plus anciens aussi. Vous voyez, ces deux extrémités de la vie, le plus jeune âge, puis le grand âge, quand d'un côté et de l'autre, d'ailleurs, on est retiré ou pas encore entré dans la citoyenneté, où vous avez aussi les EHPAD, c'est un peu le même système d'ailleurs, les EHPAD, hein. Vous avez les conseils départementaux qui subventionnent les structures, qui sont des structures associatives ou des structures privées, et dans lesquelles aujourd'hui on observe qu'il y a des maltraitances qui sont des maltraitances systémiques, qui sont des maltraitances généralisées. J'ai le souvenir d'être allé un jour dans le cadre professionnel dans des EHPAD, j'en suis ressorti en pleurant. Enfin, vous avez des gens qui vous supplient de les emmener aux toilettes et qu'on laisse faire dans leur couche, vous voyez. Et donc tout ça avec l'argent du contribuable et sous le contrôle théorique de la puissance publique. Donc qui montre effectivement, vous le dites, à chaque fois qu'elle s'investit sur un sujet, à quel point aujourd'hui elle est devenue défaillante. Et ça nous ramène évidemment à d'autres débats qu'on a eus au cours des derniers mois sur la question de la dépense et la façon dont l'argent est orienté, parce que peut-être que certains auditeurs nous écoutent et se disent, bon, bah oui, effectivement, il faudrait faire mieux pour les personnes âgées, il faudrait faire mieux pour l'ASE, etc. Mais on n'a pas les moyens de faire mieux. Or, euh, là, ce dont on parle, c'est pas de faire des dépenses supplémentaires, c'est d'avoir un pilotage politique. C'est d'avoir un pilotage politique. Et ça avait été un combat d'instaurer un secrétariat d'État à l'enfance. Je parle sous votre contrôle. Je crois qu'il a été supprimé. Donc, à nouveau, il n'y a pas vraiment de... Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique, d'une certaine façon, de s'occuper de ces sujets-là. Et c'est la raison pour laquelle on fabrique beaucoup de malheurs. Et pour laquelle l'État français fabrique beaucoup de malheurs auprès de populations extrêmement vulnérables. Alors, ces populations vulnérables, malgré tout, donc on a dressé un tableau apocalyptique de la situation. Est-ce que vous avez l'impression que cette commission d'enquête parlementaire qui est en cours, que les différentes petites affaires médiatiques, une fois plus, qui passent à côté de l'éléphant qui est au milieu de la place, mais enfin, bon, c'est pas grave, au moins ça existe, vont permettre de faire évoluer les méthodes de la SE? On peut en douter. Rappelez-vous du scandale Orpea, à nouveau dans les EHPAD. Sur le moment, une forte attention médiatique, Orpea nommant un comité d'éthique, etc. Et puis en réalité, une actualité étant chassée par l'autre, tout le monde est passé à autre chose. Peut-être que les parents qui mettent enfin, que les enfants qui mettent leurs parents en EHPAD aujourd'hui sont un petit peu plus vigilants que naguère, mais je ne suis pas complètement convaincu que la situation ait changé. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas en parler parce que tout est foutu. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que euh, quand on, quand on commence par proposer la mise en place d'une commission pour répondre à un problème, en règle générale, les choses sont mal engagées. Parce que les acteurs de terrain, eux, savent très bien ce qu'il faut faire. Euh, vous avez aujourd'hui, alors ça c'est pareil, c'est un sujet dont on peine à parler parce qu'il est un peu tabou. Euh, Beaucoup de familles d'accueil aujourd'hui de ces enfants placés
donc perçoivent une rémunération pour chaque enfant qu'elles accueillent. Et ça s'arrête à peu près là, en réalité, tant d'un point de vue des contrôles que de l'investissement aussi de ces familles. Et évidemment, vous avez parmi eux des saints, des gens extraordinaires qui donnent tout pour ces enfants qu'ils accueillent. Mais quand vous discutez avec des éducateurs spécialisés, ils vous disent aussi qu'il y a énormément de familles d'accueil qui sont des familles maltraitantes, c'est-à-dire pour qui c'est devenu un travail comme un autre d'accueillir des enfants et qui ne s'en occupent pas plus que cela quand il n'y a pas des abus ou quand il n'y a pas des maltraitances aussi. Et là, vous avez à nouveau une répétition des traumas qui forcément créera par la suite de grandes difficultés parce que quelqu'un qui a été trahi par sa famille avant d'être trahi par l'État, l'insertion ensuite sociale est nécessairement conflictuelle et difficile. Donc, pour la société dans son ensemble, il n'y a rien de bon à attendre de ce genre de configuration. Il n'y a rien à attendre de ce genre de choses. Bon, et écoutez, on est presque, une fois plus, c'est atroce, c'est la dernière matinale de 2025, et Pascal Pointu nous promet l'apocalypse, Guylain Benessa nous explique que la démocratie a failli, vous nous parlez de l'ASE et on explique que l'État est irréformable. Bah, à chaque fois, j'essaie de terminer les entretiens en me disant mais non, il y a une note d'espoir. Heureusement, Pascal Morinière nous a expliqué qu'elle comptait beaucoup sur le Sénat. Ça m'a paru être une bouffée d'air frais au moment où elle l'a dit. Voilà. Et est-ce que malgré tout, voilà, dans la minute qui nous reste, Rémy Tell, vous avez un petit message qui permet aux éditeurs de Radio Courtoisie de se dire que tout n'est pas perdu? Eh ben, en cette octave de Noël, euh, il fut un temps où on déposait les bébés sur les marches des églises, vous savez, quand on ne pouvait pas s'en occuper. Et l'Église les prenait en charge. Et aujourd'hui, l'État a voulu tout prendre en charge et réduire aussi ben, l'Église à l'état d'anecdote dans la vie de la France. Ben, je crois, voilà, en cette octave de Noël, que lorsque les enfants étaient confiés à l'Église, leur avenir était peut-être un peu mieux assuré que lorsqu'ils sont confiés maintenant à l'aide sociale à l'enfance. Et comme les auditeurs de Radio Courtoisie ne me réentendront pas avant Noël, je leur souhaite à tous de très belles fêtes, de très belles fêtes et saintes fêtes de Noël. Eh bien, merci beaucoup Rémy Tell, et à vous Merci à vous. aussi, et évidemment à tous les auditeurs, on va le répéter jusqu'à la fin de la matinale, d'un très joyeux et saint Noël et une très belle année 2026.